So let's move on. It is my pleasure to introduce our next presentation. We still with images and texts. And let me introduce Laurent Coulon, who is actually the director of IFAO, and Nicolas Souchon, who is, I think, a PhD student, a doctoral student of Laurent. And both of them are also members of the École pratique des hautes études. And they will talk, they are Egyptologists, as far as I understand, and they will talk about an Egyptological corpus, a digital corpus of Karnak, and the problem of images and textual data. So allez-y, merci beaucoup, and we, of course, we also thank you for helping us at IFAO and with all of the programs of Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, donc Adam et Mercedes, pour l'organisation de cette journée, et puis Frédéric Abécassis et Arm Bagat pour l'organisation aussi de tout l'aspect logistique. Donc, je vais maintenant commencer. Donc là, je vous parle du Caire, et puis je passerai la parole dans la deuxième partie à Nicolas Souchon, qui se trouve en France. Alors, je suis très heureux de participer à cette journée sur l'interopérabilité, puisque les humanités numériques et l'interopérabilité des données de la recherche sont évidemment au cœur du développement que l'on souhaite donner aux activités de l'IFAO pour à la fois valoriser la production des données primaires dont l'IFAO est évidemment porteur dans ses activités, mais aussi pour, disons, instiller de nouveaux projets à l'intérieur de l'Institut. Alors, évidemment, le projet dont je vais parler est bien moins avancé dans ses réalisations que celui qui vient d'être présenté, mais je souhaiterais ici développer plusieurs questionnements liés aux problématiques que nous rencontrons, notamment question de la gestion des images et de l'interopérabilité, au sens technique, évidemment, comme on l'a vu, mais aussi au sens scientifique de la possibilité de comparer des données issues de différentes collectes. Alors, dans le domaine égyptologique, la production de corpus numériques a répondu, comme ailleurs, à la nécessité d'élaborer des ensembles de données susceptibles d'être mises à jour de manière régulière, mais pouvant aussi se connecter à d'autres ensembles de données, dans l'espoir qu'un jour nous sortions de pratiques d'érudition individualisées pour mettre en commun un même socle de documentation primaire qui permettent d'aller plus vite et plus loin dans l'analyse historique. Alors, notre présentation vise à montrer les différents projets que nous avons poursuivis depuis une quinzaine d'années en insistant sur la problématique de l'interopérabilité et de la gestion des images. Je ferai d'abord un récapitulatif des projets en cours et de leurs enjeux en soulignant des questionnements et obstacles qui se sont fait jour au fur et à mesure de la construction des corpus numériques. Et Nicolas Souchon, qui prépare actuellement une thèse sous ma direction sur la statuaire égyptienne en mobilisant les outils numériques, poursuivra l'exposé en développant certains points relatifs à l'interopérabilité et en donnant un aperçu de la manière dont il gère le rapport entre texte et image sur le corpus qui l'intéresse. Alors, nous sommes engagés depuis le milieu des années 2000 dans l'élaboration d'un corpus pour la statuaire égyptienne, principalement celle d'époque tardive, car la statuaire constitue l'une des sources les plus riches sur une multitude d'aspects de la civilisation égyptienne du premier millénaire avant Jésus-Christ. Elle ouvre à la fois sur l'histoire, par les données prosopographiques qu'elle fournit, l'histoire de l'art, par l'évolution artistique qu'elle illustre, l'histoire des religions, par la documentation qu'elle fournit sur les clergés et les cultes,
du fait du très grand nombre d'effigies de prêtres, mais aussi de statues cultuelles, d'ex-voto, qui nous sont parvenus à cette époque. La statuaire offre enfin un corpus épigraphique dont l'ampleur rivalise avec, en tout cas pour certains sites, avec celui que fournissent les temples ou les nécropoles. Alors la première étape de notre progression, en quelque sorte, a été la mise en ligne d'une base de données consacrée à la cachette de Karnak, un ensemble d'environ 700 statues découvertes entre 1903 et 1907 par Georges Legrain dans le grand temple d'Amon-Rê à Karnak, au sein de la cour du 7e pylône. Alors, ce projet était en lien avec l'étude des cultes osiriens de Karnak que je menais parallèlement, mais le fait de traiter la documentation statuaire de manière autonome m'a permis de construire un corpus qui pouvait être utile aussi aux autres chercheurs travaillant sur d'autres problématiques que celles liées strictement au développement de la religion osirienne. Donc évidemment, c'est un outil qui obéit à une logique qui est un peu datée maintenant, partant d'une base FileMaker, exportée ensuite sur une base en ligne PostgreSQL développée par Christian Gobert. À l'époque, nous avions quand même pris soin de séparer strictement le matériel photographique, les données brutes en quelque sorte, qui sont archivées dans le service des archives de l'IFAO et qui sont évidemment réutilisables maintenant pour d'autres projets. Alors, l'élaboration de ce corpus a été aussi l'occasion de collecter de nouvelles données qui sont venues à nous parfois de manière miraculeuse, comme fut le cas pour les cahiers de fouilles de Georges Legrain, longtemps réputés perdus et maintenant conservés au musée du Louvre. Le travail sur le corpus a permis aussi un travail de recontextualisation de la découverte archéologique de la cachette à partir des informations relatives à chaque statue découverte et à l'usage aussi de la photogrammétrie à partir de photographies anciennes de nature stéréoscopique et d'un modèle 3D de la cour du 7e pylône grâce à la collaboration d'Yves Gels, d'Emmanuel Larose et d'Emmanuel Jambon. Donc, nous avons à la fois utilisé les photographies anciennes et un modèle 3D de la partie supérieure de la cour du 7e pylône qui donnait un contexte qui pouvait être repéré dans l'espace. Donc, il s'est agi là en quelque sorte de rendre interopérables des images anciennes et des photogrammétries de l'environnement actuel de la trouvaille, de sorte que les données topographiques puissent être tirées des documents d'archives, puisque cette fouille avait été évidemment documentée de manière très sommaire et non pas comme une fouille archéologique moderne. Le projet s'est appuyé aussi sur la documentation photographique fournie par le Corpus of Late Egyptian Sculpture, conservé au musée de Brooklyn, un immense corpus de photographies en format papier et négatif, constitué par Bernard Bottmer avec la collaboration de Hermann de Molnar et au début de Hans Müller, donc entre 1950 et les années 1990. Nous avons cherché à compléter ce qui n'était pas encore documenté par ces deux savants. Alors, cela nous permet aussi d'insister sur un principe qui nous semble au fondement de l'interopérabilité, la qualité des données primaires. La simple possibilité de produire un ensemble de données pouvant être interopérables avec d'autres ensembles implique que documents et métadonnées soient d'une qualité optimale. Donc évidemment, s'agissant de la statuaire égyptienne, c'est la qualité des photographies qui la documentent qui importe. Bernard Bottmer avait montré la voie en produisant des couvertures photographiques systématiques des statues sous toute leur face, avec des vues de détail pour les caractéristiques marquantes et des vues aussi très précises des textes hiéroglyphiques gravés. Alors, dans les campagnes photographiques que nous avons menées sous l'égide de l'IFAO, principalement entre 2008 et 2010, nous avons repris cette démarche et cette exigence s'est imposée de même pour la rigueur dans la collecte des dimensions des statues, notamment des cassures, pour la précision des informations muséographiques, ainsi que pour celle de la description typologique et épigraphique. Le caractère systématique et raisonné de la collecte de ces informations crée évidemment la possibilité
de leur mise en relation et la construction de protocoles de recherche sur celle-ci. Alors, dans le prolongement de la base Cachette de Carnac, nous avons entrepris en 2017, avec la collaboration d'Olivier Perdu, un projet plus ambitieux visant à donner accès à l'ensemble de la statuaire égyptienne d'époque tardive. La base de données a été baptisée Late Egyptian Artifact Database. Et pour l'alimenter, une des opérations prioritaires consistait dans la création d'un riche fonds documentaire. Et nous sommes repartis aussi du corpus of Late Egyptian Sculpture, déjà évoqué, mais là, en ne nous concentrant pas uniquement sur les statues issues de la Cachette de Carnac, mais en intégrant toutes les statues qu'avaient collectées Bosmer et de Molnar. Grâce à la collaboration d'Edouard Bleiberg, donc le conservateur du musée de Brooklyn, et de son équipe, qui nous ont créé toutes les facilités pour la reproduction de ces archives, nous avons pu réaliser une reproduction numérique de très grande qualité de ces photographies statuaires. Donc, cela a donné, entre 2017 et 2018, la réalisation de près de 55 000 prises de vue, qui concernent évidemment la statuaire privée, mais aussi la sculpture royale, la statuaire de bronze, la statuaire divine, etc. L'opération a été permise par le soutien de la Fondation Michela Chief-Giorgini, en complément de celui de l'IFAO. Alors, on a déjà, avec la documentation du Corpus of Late Egyptian Sculpture, une couverture très large de la statuaire égyptienne, puisqu'on a déjà pour la statuaire privée près de 3000 monuments collectés. En 2019, une mission pilotée par Olivier Perdu a permis aussi de collecter toute la documentation issue des archives de Molnar, conservées à Bruxelles, avec la collaboration de Luc Lim, qui en est responsable. Donc, la quantité considérable de données produites par ces missions a exigé un traitement important qui a été entamé en 2018, en grande partie par CEPIDE-KRI, d'abord sur des vacations IFAO, puis à partir de 2018 en tant qu'ATER au Collège de France. Elle a procédé à l'enregistrement des métadonnées élémentaires et au classement des photographies au sein de dossiers pour chaque objet. Et les métadonnées ont été traitées à l'aide du logiciel Adobe Bridge, en respectant le standard Dublin Core. Chaque photographie de monument est classée dans le dossier individuel correspondant. Alors, les données respectent une codification déjà élaborée par Olivier Perdu pour son catalogue des statues du musée du Louvre, et elles s'appuient également en les enrichissant et en les affinant sur les catégories créées par la base Cachette de Carnac. Parallèlement, nous avons procédé au versement des photographies numériques classées au service photographique de l'IFAO pour traitement et archivage, et transmission des métadonnées aussi au service des archives. Cette opération a été achevée en 2019. Alors, je souligne ici le rôle que joue l'IFAO pour permettre d'archiver les photographies. On parlait tout à l'heure de la pérennité des institutions. Donc, je crois que l'IFAO a ce rôle à jouer de servir de point fixe pour les différents projets numériques qui peuvent se succéder. Et pour ma part, ayant navigué entre le CNRS, l'Université de Lyon, l'IFAO, le PHE, il a toujours été important que les données soient maintenues dans un environnement stable aux archives et qu'indépendamment des projets les exploitants, elles soient traitées sur un plan archivistique de manière optimale. Alors, adossé à la base de données Cachette de Carnac et dans la perspective aussi d'un traitement évolué de l'ensemble du corpus de la sculpture, nous avons entrepris la préparation d'un corpus numérique des inscriptions de la Cachette de Carnac en collaboration avec Vincent Razanadjao, Emmanuel Morlock, CEPIDE-KRI, France Jamin, Vincent Chaulier et Nicolas Souchon. Alors, ce travail s'est avéré d'une complexité rare, précisément du fait des défis de l'interopérabilité que nous avons voulu affronter, mais aussi, bien sûr, du fait des aléas des financements obtenus pour le soutenir. C'est seulement maintenant que nous commençons à apercevoir l'issue d'une publication prochaine de ce résultat. Ce corpus épigraphique se fondait sur plusieurs choix initiaux. L'encodage des inscriptions, les translittérations et traductions des inscriptions portées sur le monument a été effectué en XML en s'appuyant sur la TEI, donc Text Encoding Initiative,
Et dans cette approche, les différentes informations dont sont porteuses les inscriptions font ainsi l'objet d'un balisage systématique. Donc, ça a été fait au départ à partir d'un logiciel qu'avait élaboré Vincent Razanadjaou, qui permettait de faciliter ce balisage, le logiciel Xefi. Et donc là, c'était plutôt un stade ancien que je vous montre. Vincent Razanadjaou, Emmanuel Morlock, Nicolas Souchon ont profondément fait évoluer ces premiers outils de sorte qu'on puisse maintenant obtenir des balisages de manière optimale. Donc, ce balisage systématique permet ensuite, à l'aide de requêtes plus ou moins complexes, de retrouver aisément dans cet imposant corpus tous les titulaires de telle ou telle prêtrise, l'occurrence de telle ou telle forme divine ou toutes les attestations d'un élément phraséologique donné. Cette indexation permet de pallier en partie l'absence de répertoire généalogique et phraséologique pour les inscriptions égyptiennes, spécialement pour les époques tardives. Mais l'intérêt principal de l'encodage numérique par ce biais est le maintien d'un lien direct et dynamique entre le support de l'inscription, la statue, et le texte qu'elle porte, par le jeu de balises gigognes qu'il en sert, intégrant les différents niveaux de découpage du texte, et par l'importation des données muséographiques dans l'entête des documents, chaque élément de l'inscription demeure indissolublement lié, d'une part à l'endroit où il est situé sur le monument qui le porte, d'autre part aux données relatives aux propriétaires du monument, donc généalogie, titulature, culte associé et autres monuments consacrés. Le corpus électronique fournit dès lors à la fois des outils d'analyse, par exemple philologiques ou prosopographiques, sur des masses de données importantes, mais aussi une possibilité de contextualisation des résultats de ces analyses. Alors, en adoptant l'usage de la TEI, nous cherchions également à nous inscrire dans une démarche commune aux autres acteurs de l'épigraphie numérique. Nous avons veillé à produire un encodage globalement compatible au schéma EpiDoc, désormais incontournable dans le domaine de l'épigraphie antique, grecque et latine, adapté aux particularités de l'écriture hiéroglyphique. Par exemple, dans l'écriture hiéroglyphique, les noms royaux sont insérés dans la cartouche, etc., etc. Donc, il a fallu créer des outils spécifiques. Le bénéfice de cette réflexion sur l'interopérabilité concerne aussi bien, au final, la pratique de l'édition épigraphique traditionnelle que le développement des humanités numériques appliquées aux inscriptions hiéroglyphiques. Le travail sur les standards a en effet permis une plus grande rigueur sur l'analyse des textes. Il s'est effectué en concertation avec des chercheurs internationaux menant des projets d'humanité numérique en égyptologie, par exemple le projet Ramsès à Liège, mais aussi le projet Thesaurus Linguae Aegyptiae à Berlin. Et nous avons aussi sollicité des spécialistes en épigraphie numérique appliqués à d'autres domaines, notamment l'inscription grecque et latine ou par exemple à l'épigraphie khmer. Je pense à Arlo Griffith de l'équipe ISOMA. Nos corpus numériques visent aussi à être interconnectés à des référentiels qui font autorité dans le monde des humanités numériques. Alors, Nicolas Souchon évoquera dans la suite de l'exposé certains de ces référentiels pour les noms géographiques ou la chronologie. Je vais signaler simplement les questions qui se posent pour un aspect qui paraît mineur, mais qui est important, l'aspect de la bibliographie. Dans la base cachette de Karnak, la bibliographie était gérée à travers une table spécifique de la base FileMaker Pro. Évidemment, ce système est peu efficace en termes d'interopérabilité. Nous avons souhaité améliorer ce point pour le programme Sculpture égyptienne d'époque tardive et le corpus numérique des inscriptions de la cachette. Maintenant, la bibliographie est gérée sous le logiciel Zotero, qui permet une meilleure réexploitation des données et évite les doubles saisies. Près de 4200 titres sont répertoriés maintenant, incluant toutes les références se trouvant dans le Corpus of Late Egyptian Sculpture. Le travail a été réalisé par Vincent Chaulier, Emmanuel Jambon et Nicolas Souchon. Néanmoins, l'idéal recherché est évidemment la référence à une base bibliographique standardisée qui permette de renvoyer une fois pour toutes à une référence unique. Alors, nous sommes là, tournés vers l'Online Egyptological Bibliography, donc, qui est l'outil de référence sur la bibliographie égyptologique élaboré à Oxford. Mais malheureusement, à ce jour, l'interopérabilité avec cette base est très limitée du fait de la structuration partielle des données qui s'y trouvent et l'absence d'API permettant une interrogation automatique par des bases de données. Donc là, nous sommes en discussion avec
avec l'équipe de l'OEB pour que ce point puisse s'améliorer, mais il est évident qu'il serait bien plus productif pour l'ensemble des projets en humanité numérique dans le domaine égyptologique qu'il y ait une seule base de référence bibliographique directement interopérable par une simple référence interrogeable par une API. De ce point de vue, tant qu'il n'y aura pas de mobilisation à l'échelle du champ disciplinaire pour que soit offert aux différents projets un référentiel commun sur ce domaine avec des données de qualité, chacun devra gérer la bibliographie de manière indépendante, ce qui bloquera l'interopérabilité et générera des coûts inutiles. Donc la question de l'interopérabilité, de ce point de vue, est un enjeu qui ne peut pas entièrement dépendre des porteurs de projets, mais implique l'ensemble des acteurs du champ disciplinaire. Donc je passe la parole maintenant tout de suite à Nicolas Souchon pour la deuxième partie. Je vous remercie. Donc, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Si je peux avoir les droits. Laurent, ouais, il faut que ou vous passez directement à Nicolas comme animateur, ou vous me le faites à moi, je le fais. Normalement, je l'ai fait là, non? Je n'ai pas accès au partage. Alors, il y a un autre Nicolas. Attention, il y a deux Nicolas. Oui. Ah oui, Oui, alors Nicolas Michel, tu as dû être nommé animateur. Donc, Nicolas voilà. Michel, appuie sur l'autre Nicolas et nomme-le comme animateur, s'il te plaît. Tu es arrivé? Il est parti. Là, on est bloqué chez Nicolas Michel. C'est à moi de me désactiver ou, Non, oui. tu vas dans les participants et tu nommes l'autre Nicolas animateur. Alors, comment je fais ça? Juste appuyer sur le côté dans les participants. Alors, Nicolas animateur, donc c'est pas moi, donc c'est lui, plus converser, nommer animateur, c'est ça. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Bien. Voilà, vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Bien. Donc, le recours à l'encodage pour l'étude et la présentation des sources amène à de nouvelles pratiques visant, entre autres, à connecter les données entre elles, notamment par le recours des thésaurus. Dans le cadre de nos projets, plusieurs types de données font l'objet de l'encodage, les liant à des répertoires en ligne. Des données géographiques, par exemple, qui se trouvent dans les métadonnées ou dans les textes, sont encodées avec les balises indiquant le placement d'origine d'un objet et place-name marquant un toponyme. Ces balises portent un attribut ref ayant pour valeur l'URI attribué au lieu par Pleiades, un répertoire géographique historique en ligne. Les données relatives à la datation des monuments sont encodées avec la balise ORIGDate, dont l'attribut type peut avoir trois valeurs. Période pour la datation par période historique, dynastie pour la datation par dynastie et règne pour la datation par règne. Chacune de ces balises ORIGDate porte un attribut période ayant pour valeur l'URI attribué à cet intervalle chronologique par TOT, un projet sur lequel je propose de m'attarder un peu. TOT est un projet visant à la mise en place de thésaurus pour la documentation égyptologique, et à l'heure actuelle, il en propose plusieurs portant, entre autres, sur la chronologie de l'Égypte ancienne, les lieux de conservation des monuments, les types d'écriture ou encore les types de textes. Ces thésaurus nous permettent d'attribuer une valeur aux chaînes de caractères encodées, mais également de commencer à travailler à la connexion des projets égyptologiques entre eux, les projets Gachet de Karnak et les bases de données de sculpture égyptienne d'époque tardive, usant tous deux des thésaurus déployés par TOT. Cet usage des thésaurus a pour objectif, outre le fait d'œuvrer à l'identification des données, de permettre la connexion des projets entre eux et l'interopérabilité des données. En faisant référence aux mêmes thésaurus ou à des thésaurus liés entre eux, les projets égyptologiques indiquent qu'ils travaillent sur les mêmes éléments
et dans un avenir plus ou moins lointain, cela devrait permettre la mise en place de systèmes proposant d'exploiter ces données de différents projets, comme le propose l'outil Peripleo, connectant entre eux les projets partenaires de Pelagios, avec ici l'exemple d'une recherche portant sur la ville d'Athènes, donnant la liste des données encodées associées à ce concept par les différents projets. Notons toutefois que malgré les outils de développement récents, il demeure aujourd'hui encore un manque de thésaurus consacrés à l'Égypte ancienne, et que ceux existants manquent souvent de données concernant l'Égypte. Ainsi, de nombreux sites importants se trouvent absents de Pléiades, comme le site de Safthelena, Licht ou encore Kerma, et jusque récemment, il n'existait pas de thésaurus relatif à la chronologie de l'Égypte ancienne. Sur ce point, nous avions pensé à en créer un en utilisant Periodo, un outil permettant de créer une chronologie à partir d'une référence bibliographique, jusqu'à ce que sorte finalement une chronologie sur tête. D'autres répertoires doivent encore être mis en place, notamment pour les types d'objets ou encore les types de scènes. Ces développements de thésaurus s'accompagnent d'une réflexion sur la documentation égyptologique, visant à définir des types et à revoir ceux déjà existants. Aussi, dans le cadre des projets cachés de Karnak et statuaires d'époque tardive, nous travaillons à la mise en place d'un thésaurus des types statuaires en révisant les différents types attestés dans la littérature égyptologique et en donnant une définition. Nous travaillons également à la mise en place d'un thésaurus des types de scènes attestés sur les monuments et à la révision de celui portant sur les types de textes. Outre ce point portant sur le manque de ressources à notre disposition, problème qui sera sans aucun doute résolu dans un avenir très proche, il convient d'évoquer quelques difficultés rencontrées lors de l'utilisation des thésaurus. Parmi ceux-ci se trouve celui du recours aux chronologies, problématique avec les monuments pour lesquels nos connaissances actuelles ne permettent pas de trancher entre deux datations, comme par exemple ceux du 4e prophète d'Amon, Montuemat, ayant vécu entre la 25e et la 26e dynastie. Faut-il leur créer des périodes de transition entre dynasties dans les thésaurus, dater le monument de deux périodes, ou renoncer à une datation par dynastie? Ces questions font l'objet d'une réflexion de notre part, et les solutions apportées auront leur importance dans cette idée de liaison des données entre elles. Parallèlement au projet caché de Karnak et statuaires tardives, je réalise une thèse de doctorat portant sur le problème décoratif des statues cubes entre le Nouvel Empire et la fin de l'époque lydienne, c'est-à-dire entre le 16e et le 8e siècle avant notre ère. Ce travail a pour objectif d'étudier et d'analyser les scènes en relief dans le creux qui apparaissent sur ces statues au Nouvel Empire et deviennent particulièrement fréquentes à l'époque lydienne, afin de mettre en évidence l'organisation de ces scènes, ainsi que les choix et influences ayant pu jouer dans la réalisation de la décoration. Pour ce faire, j'ai décidé de mettre en place une base de données à partir d'un encodage XML-TEI des données, qu'elles soient textuelles ou iconographiques. Cet encodage a pour objectif de permettre la réalisation de recherches croisées entre ces différents types de données sans les séparer, comme cela sera le cas avec une base de données relationnelle. Ce sujet a placé au cœur de mes préoccupations la liaison des données entre elles au sein d'un même document, notamment la liaison entre texte et image. Ce lien est particulièrement important dans le cas d'une culture comme celle de l'Égypte pharaonique, où le texte est image et où les images peuvent être texte. Nombre de monuments nous montrent en effet le lien étroit qui existe entre ces éléments, comme par exemple cette écriture graphique du nom de Ramsès II au temple d'Abou Simbel, où cette image entourée par un rectangle rouge est en réalité une graphique du nom de couronnement de Ramsès II. Ou encore l'écriture sur cette statue du titre Ekabat, mêlant un élément de décoration statuaire, le pendentif Bat, et le texte à proprement parler. Cette liaison est d'autant plus importante que seule une étude conjointe de l'iconographie et du texte permet de comprendre les scènes. À titre d'exemple, il a été démontré que la représentation du pharaon Amenhotep Ier divinisé, portant la couronne bleue en association avec l'épée renvoie à une statue de culte du village de Dermédine. Ainsi, une étude conjointe du texte et de l'image permet de mieux comprendre le monument et sa fonction. Enfin, l'agencement même de ces différents éléments au sein d'un objet ou d'un édifice, et notamment leur position, les jeux de parallélisme ou de poésie visuelle, doivent être pris en compte dans la démarche de compréhension du monument. Cette particularité de la culture égyptienne, de l'Égypte ancienne, entraîne la nécessité de la mise en place d'un encodage permettant de réaliser des recherches portant à la fois sur le texte et l'image. Or, il n'existe pas pour l'heure de recommandations spécifiquement dédiées à la manière d'encoder la description des scènes présentes sur les monuments, ni même de vocabulaire lié à cette thématique. Aussi, deux solutions s'offrent à nous. Soit nous procédons en essayant d'utiliser au mieux les balises disponibles dans la TEI et leurs attributs pour décrire le décor, soit nous prenons la décision de créer une personnalisation de la TEI en utilisant l'outil Roma, afin de mettre en place des balises spécifiquement dédiées à la description du décor. Dans les deux cas,
il convient de développer un vocabulaire de description permettant de désigner les objets, les actions, les personnages, etc. Une autre question qui se pose à nous est celle de l'encodage de la position d'un texte ou d'une scène sur le monument. Il existe aujourd'hui plusieurs outils comme je vous montre ici un exemple, et un plugin du logiciel Oxygène qui permettent de travailler sur des images en dessinant des zones. Toutefois, ces outils ont été conçus pour l'encodage de sources en 2 dimensions. Or, les documents que nous étudions sont en 3 dimensions et portent des inscriptions qui peuvent être développées sur tout le pourtour. Comment définir alors des zones sur ces objets? Le choix fait dans le cadre du projet Cachette de Carnac a été de considérer chaque photographie d'un objet comme une surface à laquelle nous attribuons un type renvoyant à l'objet archéologique, donc vue de la face avant, vue de la face droite, et sur laquelle nous traçons des zones. Seul inconvénient, en procédant de la sorte, il convient de n'utiliser qu'une seule image par surface et de ne pas donner 2 fois une même zone réelle lorsqu'elle se rencontre sur 2 photographies, ou alors d'utiliser un attribut same as pour indiquer que la photographie renvoie à une même zone réelle. Une fois ces zones définies, il convient de travailler à la manière de lier les données textuelles encodées dans des divisions et données iconographiques encodées dans des déconotes. Ce travail sur la liaison des données étant en cours, je vous propose pour conclure de présenter brièvement la proposition avancée au cours de ma thèse et basée en partie sur le mobilier découvert dans la Cachette de Carnac et les avancées réalisées au préalable par Emmanuel Morlock et Vincent Razonagelo. Premièrement, j'ai choisi de n'utiliser que des balises à disposition dans la TUI sans créer de personnalisation de celle-ci. Chaque unité intellectuelle au sein d'un monument, qu'il s'agit d'une scène ou d'un texte, est encodée au moyen d'une balise MS-Item, contenant une balise title et une balise locus renvoyant à l'une des surfaces de la statue. Chaque texte fait l'objet d'une description de sa mise en page avec une balise layout contenant une balise locus renvoyant aux zones correspondant sur la statue et d'une translittération dans une division dont l'attribut corresp renvoie à la zone, au layout et au MS-Item correspondant. Ces divisions de translittération portent également un attribut XMLID. Un changement de zone au cours du texte est indiqué au moyen d'un milestone, et la traduction du texte est encodée dans une autre division qui est liée à la division de translittération. Les scènes sont décrites dans des balises déconotes dont l'attribut corresp renvoie aux zones et au MS-Item correspondant. Chaque description comprend des segments de 2 types, description part pour les éléments principaux de la scène et description term pour les éléments secondaires d'un niveau inférieur. Les attributs selectables de ces segments permettent ensuite de définir le type d'élément décrit, qu'il s'agit d'un personnage, d'une couronne, d'un objet ou d'une action. Ils sont liés aux zones correspondant par un attribut corresp et portent un attribut XMLID. Les textes et notes de description voient les personnages qui sont nommés être encodés avec une balise RS, dont l'attribut ref renvoie à la liste des personnes attestées sur les monuments, elle-même liée à un fichier de prosopographie. Également une liste de relations qu'entretiennent ces personnes entre elles, qu'il s'agit de relations familiales ou de celles qu'elles entretiennent sur les différentes faces du monument, scène du monument. Dans ce dernier cas, la relation est liée au segment de description de l'action. Enfin, lorsqu'un texte et une image ont une relation particulièrement forte, comme par exemple la légende d'une divinité ou d'une scène, le texte et l'image sont encodés par une balise link insérée dans le layout correspondant, en suivant ainsi la recommandation d'Epidoc, invitant à noter dans le layout les relations qu'entretiennent un texte et une image. Les différents types de textes et de scènes attestés sur les monuments sont liés par un attribut ANA à une taxonomie mise en place par le projet et insérée dans chaque fichier par un X-include. Une fois cet encodage effectué, il est possible de réaliser des recherches mêlant iconographie et texte. Par exemple, nous pouvons rechercher les attestations d'une unité portant la couronne ATEF, sa position sur la statue et ses épithètes. Donc, je vais faire une démonstration rapidement. Voici une requête portant sur la couronne ATEF pour une statue. Si je lance la requête, on voit que le dieu Osiris porte cette couronne sur la face gauche et qu'il porte également l'épithète Nemné. Autre requête effectuée, celle visant pour chaque action à montrer la scène correspondant à la position de la scène. Nicolas, il faut que vous changiez. Ouais, voilà. Oui, pardon. C'est bon? Oui. D'accord. Ici, c'est une autre requête indiquant donc pour chaque action sur une statue, la scène associée, la position de la scène, l'acteur, les titres qu'il porte, les insignes qu'il porte, l'action qu'il réalise et les bénéficiaires de l'action. La proposition que je fais est bien évidemment soumise à expérimentation et pourra faire l'objet de corrections dans les semaines à venir. Je vous remercie pour votre attention et pour l'invitation à faire cette présentation et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.
peux revenir. Oui, moi j'avais une question tout de suite de Béotienne à Laurent. D'emblée, c'est sur la question de la translittération. Est-ce que est-ce que c'est un choix contraint? Est-ce que vous auriez pu faire autrement? Est-ce que vous auriez pu mettre les petits symboles, les petits Mickey dans la TEI où il fallait forcément passer par la translittération? Alors, c'est un choix contraint parce que, disons, l'encodage des hiéroglyphes eux-mêmes, évidemment, aurait été un idéal parce que on perdait justement pas une dimension supplémentaire qui est évidemment ce lien entre texte et image qui s'ancre même dans les hiéroglyphes. Oui. Mais c'était pas possible. Ça impliquait un autre stade de réflexion. Comme je l'ai dit, on a déjà reculé la finalisation des principes d'encodage pour essayer d'être le plus standard possible. Donc là, on prenait 10 à 15 ans de plus si on s'engageait dans cette… même en utilisant les polices typographiques qui existent depuis longtemps. Oui, même mais ça nous… Enfin, à partir du moment où on n'est pas clair sur une codification Unicode de hiéroglyphes, ça nous aurait emmené sur des voies très dangereuses et ça nous aurait mis en porte-à-faux avec beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces plans et qui auraient mis à juste titre en avant l'importance de la paléographie, de ne pas tout ramener à un même… Je ne sais pas si Nicolas veut répondre là-dessus, mais… Oui, non, juste ajouter qu'effectivement, il y a aussi le fait qu'on n'a pas de code pour tous les hiéroglyphes. Il y a beaucoup de statuts, par exemple, qui vont montrer un hiéroglyphe particulier. Et si on n'a pas de code, on ne pourra pas l'encoder sans rajouter le code en plus. Donc, c'était une question comme l'arabe, l'hébreu. Enfin, il y a pas mal de langues qui n'ont pas des graphies latines et qui voilà. Donc, mais on en parlera tout à l'heure avec la présentation d'Adam. C'était une curiosité par rapport à ça. Certains projets travaillent sur ces dimensions-là et on sera, j'espère, à un moment dans la possibilité de se raccrocher à leurs travaux, mais c'était trop complexe à gérer de notre point de vue. Surtout que la question est importante. Par exemple, je vais évoquer le terme de poésie visuelle. On a beaucoup de mots en fait, qui ne peuvent se lire que par l'agencement de deux signes entre eux. C'est-à-dire la position particulière des signes va donner un sens à la phrase. Donc c'est effectivement important de le prévoir. Ben, merci en tout cas, c'était très… Oui, c'est absolument impressif, magnifique. Je suis très jaloux des égyptologues. I have one question to both of you, and that is so can we go back or just for 1 second? So you mentioned that you consider an image as a surface, right, Nicola? That as a surface, and the surface, and in the surface you indicate a certain territory, the text as a text. Yes. And I didn't get so those are basically geocodes. You geocode like as if it would be a map, right? Yes. I can share my screen and show you the… just that one. When we draw a zone, there's a code. I haven't the English word. Sorry. Non, en français. Quand on dessine des zones sur une photographie, ça attribue effectivement des points qui sont des points de localisation. En fait, c'est un peu comme une carte. C'est un peu la même idée que ce que fait Recogito. Je ne sais pas si vous connaissez ce Nicolas, vous avez besoin de partager votre écran pour le montrer. Je vais le faire. D'accord. Je vais vous renommer. Très bien. Voilà. Je suis sur un
un encodage. Alors, je vois juste l'image pour qu'on ait les deux en même temps. Excusez-moi, c'est un petit peu lent. Et en attendant, peut-être, est-ce que la communication a été filmée et donc elle sera aussi Ambre? Oui, je pense. Oui, oui, elle est sur YouTube et elle restera. Ok, d'accord, très bien. Et d'ailleurs, on a deux questions sur YouTube que je vais les partager juste après la démonstration de Nicolas. Ok. Du coup, pour répondre à la question, voilà, quand on dessine une zone sur une statue, l'image, en fait, elle correspond à un certain nombre de pixels, et donc ça va aller pointer les pixels correspondants pour faire un canaliage. Mais c'est effectivement un système de coordonnées. Je ne sais pas si c'est très clair en regardant le document. Oui. Très... Et du coup, c'est quelque chose qui peut marcher pour la presse aussi? Oui. Est-ce que j'ai répondu à la question ou... Il y a merci beaucoup. Il y a une question de Nicolas de tes chronologies. Oui, il a raison, c'est compliqué, mais c'est toujours compliqué de faire des choix. C'est la même chose avec les dates. Est-ce que c'est 1er janvier 1907 ou 1907 ou 1907-1908? Donc, est-ce que je réponds aux questions sur YouTube? Oui. Oui. D'accord. Ah. Non, d'abord la question à Nicolas sur la question de la chronologie. Elle est sur Conversé. D'accord. Sur le module Conversé. Et alors, la question sur la chronologie. Bah oui. Très bonne question. Bah oui. Oui. Mais c'est la même dans d'autres domaines. Enfin, voilà. Mais en fait, le problème, c'est si on met des dates précises, comme on est toujours en train de débattre sur la datation des dynasties, on ne peut pas. Possible. Si on date par datation relative, on a des monuments qui ne passent pas. Donc, en fait, la méthode de mettre des périodes de transition n'est pas si mal. Mais du coup, il faut le faire pour toutes les dynasties. Actuellement, en égyptologie, on est assez d'accord pour créer une période de transition 25e à 6e dynastie parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est une période unique. Il faut aussi faire pour toutes les dynasties, finalement. Parce qu'on a beaucoup de personnages qui, enfin, quand on change de dynastie, tout le monde ne meurt pas du jour au lendemain. Oui, mais Laurent a dit quelque chose de vraiment fondamental à ce niveau-là. C'est des choses qui doivent se discuter au sein d'une communauté. Et justement, il ne s'agit pas que chacun fasse son petit truc dans son coin, mais que justement, il y ait... Enfin, voilà, que ce soit des choix qui puissent être le plus largement partagés pour que ça marche, en fait, tout simplement. S'ils ne sont pas partagés, ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, les bases ne se parlent pas, parce que, voilà. Donc, il y a tout un travail de concertation qui est colossal. Hein. Laurent, je ne sais pas comment, est-ce que vous voulez en parler de ça? C'est pour ça que alors, je ne sais pas si c'est tout à fait dans cet esprit-là, mais je pense Cumanum ouvre des espaces de réflexion. Oui. Les consortiums, hein. Ah ben, voilà. Les consortiums, oui, bien sûr. Hein. Oui, bien parce sûr. que c'est comme ça qu'on peut effectivement impulser des standards pour une communauté entière et aussi trouver des financements pour, en quelque sorte, un sale boulot que chaque projet n'a pas les moyens de faire et puis va faire de manière incomplète. Donc, sauf qu'Humanum ne travaille qu'au niveau national et vous, votre concertation, elle est internationale, donc c'est encore plus compliqué. Mais bon, je pense que la discussion qu'on a eue avec l'OEB, l'OEB fait un travail magnifique. Oui. En même temps, on était vraiment un peu surpris du fait qu'il était
n'étaient pas encore assez sensibilisés à ces enjeux, mais ça fait partie alors qu'ils ont alors à partir du moment où ils ouvriraient leurs données de manière, facile avec des API, où ils travailleraient sur la structuration, ils renforceraient ce rôle central qu'ils ont et pourraient, de ce point de vue-là, encore conforter leur position. Donc et pourtant Zotero peut capturer des références dans un autre oui, format. mais il faut que les données soient initialement quand même encodées de manière extrêmement structurée. Zotero est un outil magnifique, mais on le voit constamment. Si les données initialement n'ont pas répondu à des cadres extrêmement précis, il y a beaucoup trop de corrections à faire. Voilà. Je crois que Ala, oui, c'est la même expérience. Parce que ça reste, il y a beaucoup de travail derrière. Après, on peut moissonner les données, mais ça reste, il y a beaucoup de travail derrière et on n'arrête pas d'harmoniser, ou parfois le travail d'harmonisation, parfois, et j'ose le dire, est plus lourd quand même que de faire le travail à partir de zéro. Voilà, exactement. Donc la structuration initiale faite par une autorité, elle est fondamentale parce que ça va économiser un temps infini à tous les projets qui vont se rattacher ensuite à cette… Ok. Oui, je suis très désolé. Je suis très désolé, mais nous avons peut-être une dernière, peut-être une question dernière, non? Sur la question des albums de la cachette qui m'ont été posées, donc les photos non localisées des albums, ou quand ce ne sont pas des vues stéréoscopiques, on ne peut pas les raccrocher à des cadres topographiques. Mais par contre, on peut utiliser les indications approximatives qu'elle nous donne au sein du modèle qu'on a créé. Il y a des autres questions de YouTube, mais je pense que c'est non. Oui, on avance.